Bonjour, eh bien nous voici pour un nouveau webinaire au sein de Corasso qui va porter sur la recherche. Je suis désolée pour cette voix abîmée. J'espère que vous me comprendrez et de toute façon aujourd'hui c'est surtout David Balissac ici présent qui va prendre la parole en tant que chercheur au sein de l'INSERM et aussi vice-doyen et directeur de l'université de Clermont-Ferrand. Je vous laisse vous présenter plus en détail et nous présenter le sujet de ce webinaire. Merci Madame Le Bars. Bien bonjour à tous. Donc comme ça a été présenté rapidement, donc je suis David Balessac, je suis professeur en toxicologie à la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand, et faculté de pharmacie pour laquelle je suis vice-doyen directeur. Et je suis aussi membre d'une équipe de recherche qui travaille sur la douleur qui s'appelle Neurodol. C'est une unité de recherche labellisée INSERM. Et donc, on travaille sur la douleur et moi, personnellement, plus spécifiquement, pardon, et d'autres collègues, on a un focus sur douleur et cancer, et historiquement aussi un peu plus orienté sur les neuropathies périphériques, chimio-induites, qui sont un effet indésirable assez caractéristique d'anticancéreux neurotoxiques qui altèrent les nerfs des patients. Et ça va se traduire par des sensations un peu étranges, et puis malheureusement parfois des douleurs, et c'est assez difficile à traiter. Mais aujourd'hui, on va parler plus généralement cancer et douleur et le lien consommation de substances psychoactives avec la douleur dans le contexte du cancer, pendant et après le cancer. Alors, Donc, si aujourd'hui on a décidé de faire ce webinaire ensemble, c'est parce que vous nous aviez sollicité il y a quelque temps en tant qu'association pour être partenaire d'une étude, l'étude et nous, association, avons ce rôle de relayer auprès des patients l'intérêt de ces études, d'encourager à participer. Et puis, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que participer à une étude, c'est bien, en connaître les résultats, voir ce qu'a permis la contribution de chacun, ce qu'a concrètement permis la contribution de chacun, c'était encore mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette étude, pourquoi cette étude, d'où vient l'idée de ce sujet de recherche et comment elle a pu se dérouler? ouais, bien sûr. Donc, je vais partager mon écran pour afficher l'étude et les résultats. Et avant de démarrer, mon premier commentaire sera merci. Merci d'avoir participé à ce travail. Comme je vais le présenter, c'est une étude, on dit observationnelle. On a fait passer des questionnaires à des patients pendant, après le cancer, et ils ont répondu. Et ce travail n'a pu se faire que parce que on a eu un travail collaboratif avec des associations de patients comme l'association Corasso, qui nous a permis de toucher, contacter les patients et pour pouvoir avoir un retour d'information, ce qui est essentiel. Ça nous permet aussi de sortir des laboratoires, d'aller vers la ville et d'avoir un retour d'information des patients. Et ça, c'est Je essentiel. J'oubliais juste un petit quelque chose, excusez-moi. J'oubliais de dire à ceux qui sont connectés, ne vous inquiétez pas. Là, je pose les questions générales, mais après, vous aurez tout loisir aussi, et vous pouvez le faire dès à présent, de poser vos questions dans le chat. Je vais les relayer professeur Balézac, et on pourra y répondre après, ou je me permettrai, comme je l'ai fait là, de vous interrompre de façon moins brutale s'il y a des questions qui posent sur la compréhension. Excusez-moi. Pas de souci, bien sûr. Donc, je vais démarrer. Ce sera plus simple d'expliquer au fur et à mesure. Alors, je partage mon écran. Heu, heu, Hop. Vous me confirmez que vous voyez mon écran? Ça y est, c'est bon, on voit très bien. Bon, parfait. Donc, je vais vous présenter,
Aujourd'hui, les résultats de cette étude, étude de la relation entre la consommation de substances psychoactives et la douleur chez des patients souffrant ou survivants d'un cancer suivis en France. C'est une étude pilote transversale qu'on avait appelée CAPS. Heu donc c'est un travail qui est fait sous l'égide du CHU de Clermont-Ferrand, notre unité INSERM, qui est l'unité Neurodol et puis l'université Clermont-Auvergne, ici à Clermont-Ferrand. Heu, donc je vais faire quelques rappels un petit peu des choses que vous connaissez certainement, mais sur le cancer, sur la douleur pendant et après le cancer. Donc le cancer, est une pathologie dont l'incidence, le nombre de nouveaux cas en France augmente régulièrement, hein, la tendance est à l'augmentation et dont la c'est une maladie avec des conséquences, que l'on connaît, redoutables, mais les progrès thérapeutiques font aussi que globalement la mortalité a plutôt tendance à diminuer. C'est plutôt une maladie de l'homme que de la femme, mais ça touche est plutôt une maladie du senior, on va dire, au global, hein. Ce sont des données, au global et bon, voilà, vous savez, les principaux cancers sont la prostate, le poumon, le côlon chez l'homme, le sein, le côlon et le poumon chez la femme et la prise en charge du cancer est une prise en charge qui est relativement lourde, hein, chirurgicale, radiothérapeutique, chimiothérapie, pharmacologique et donc il y a, beaucoup de séquelles qui seront associées au traitement, du cancer et on considère qu'à peu près les 2 tiers des patients vont garder des séquelles, liées à la prise en charge, séquelles plus ou moins fortes, plus ou moins invalidantes. Et la douleur reste un des symptômes qui est parmi les plus fréquents, chez les patients pendant après le cancer. Alors là, c'est des données un peu générales de la littérature qui tournent entre 1 tiers et 2 tiers des patients. Ça sera aussi très dépendant évidemment du stade de la maladie, hein. Quand on est sur des stades avancés, il y a malheureusement aussi beaucoup de douleurs qui peuvent apparaître et ça va avoir un retentissement important sur la qualité de vie des patients et sur la vie quotidienne des patients. Ça peut être associé à une détresse psychologique, de l'anxiété, de la dépression et donc ça peut facilement représenter un fardeau pour les patients. Cette, douleur, elle a des origines diverses et variées. Ça peut être d'une part la maladie en elle-même, la tumeur, la masse tumorale qui peut venir compresser certaines structures et entraîner des douleurs. Si le cancer a évolué, les métastases aussi peuvent être, douloureuses, des douleurs osseuses, métastatiques notamment, certains types de syndromes qu'on appelle des syndromes paranéoplasiques, c'est-à-dire que la présence du cancer chez le patient va entraîner des désordres avec des douleurs, par exemple articulaires. Et puis on a aussi des phénomènes de sensibilisation centrale, c'est-à-dire que le cerveau, il y a une adaptation du cerveau à la présence du cancer et les patients vont être un peu plus sensibles à la douleur. Il y a des conditions associées chez les patients. Heu, bah, là, lorsqu'on a des métastases osseuses, par exemple, on peut avoir des hypercalcémies, il y a trop de calcium qui est libéré dans l'organisme, qui peut être à l'origine de douleurs, l'ostéoporose qui va entraîner des douleurs osseuses. Le fait de ne pas bouger ou de moins bouger peut favoriser les douleurs et puis l'immunosuppression, c'est-à-dire que les traitements anticancéreux reçus par les patients va diminuer l'activité du système immunitaire et ça peut favoriser l'apparition d'infections, voire des réactivations d'infections type herpès qui sont souvent, douloureuses. Ensuite, il y a des douleurs qui vont être d'origine iatrogène. Iatrogène, ça veut dire qu'ils sont issus du soin, la chirurgie, des chirurgies plus ou moins lourdes, on peut penser dans la chirurgie du sein, dans la chirurgie, du poumon, il peut y avoir des lésions de nerfs et ça va favoriser ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. La chimiothérapie, alors c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec des anticancéreux qui peuvent être neurotoxiques et qui vont altérer la qualité des nerfs et entraîner là aussi des douleurs neuropathiques. La radiothérapie le fait aussi. Dans le cancer du sein, on peut parler de l'hormonothérapie, qui peut entraîner ce qu'on appelle des arthralgies, des douleurs osseuses. Et puis plus récemment, l'immunothérapie pharmacologique, qui est une révolution dans la prise en charge du cancer, peut parfois amener, alors il y a certains types de neurotoxicité, mais il y a aussi des syndromes algiques. Les patients sont douloureux sous l'effet du traitement. Mais heureusement, c'est des effets qui sont moins fréquents. Et puis après, il y a des douleurs qui sont non reliées au cancer, qui sont liées au patient. C'est une maladie du senior dans son ensemble et donc en vieillissant, on a plus de douleurs.
Alors, le pourquoi de cette étude substances psychoactives et douleurs, en fait, est né d'une précédente étude où on a étudié cette neuropathie périphérique, c'est-à-dire l'atteinte des nerfs suite à l'exposition à un anticancéreux neurotoxique. Et ici, on travaillait chez des patients qui avaient eu un cancer colorectal, qui avaient eu une chirurgie, puis une chimiothérapie derrière, avec un anticancéreux qu'on appelle l'oxaliplatine, qui est connu pour être neurotoxique. Et dans cette étude, donc on a d'abord trouvé qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient des neuropathies et longtemps après la fin des traitements, avec quasiment jusqu'à un quart des patients 5 ans après la fin des traitements. Et quand on a regardé un petit peu les liens entre la sévérité de la neuropathie et certaines caractéristiques des patients, alors il y avait le sexe, les femmes étaient plus sensibles, c'est ce que l'on voit ici. Euh, le délai depuis la fin de la chimiothérapie était plutôt favorable, c'est-à-dire que même s'il y a encore beaucoup de patients après la fin du traitement qui avaient des neuropathies, le temps allait dans le bon sens, c'est-à-dire que les symptômes s'amélioraient. Mais surtout, il y a une chose qu'on n'attendait pas spécialement, le tabac, le tabagisme. Les patients qui fument avaient des neuropathies plus sévères. Et en fait, quand on regarde dans la littérature, il y a un lien qui est bien connu entre tabac et douleur, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus d'individus tabagiques dans les populations d'individus douloureux. Le tabac, ça peut paraître surprenant, mais la nicotine est analgésique, ça va calmer la douleur en aigu, mais l'exposition chronique va entraîner ce qu'on appelle une désensibilisation, une tolérance. Euh, on va perdre un peu les effets analgésiques de la nicotine et à l'inverse, on va avoir une sensibilisation douloureuse. C'est-à-dire que les patients qui fument sont plus sensibles à la douleur. Et donc, voyant ça, on s'est dit on pourrait creuser un peu cet aspect-là, tabac, douleur et plus généralement substances psychoactives et douleurs. Et donc est arrivée cette étude, l'étude CAPS. Alors, c'est une étude qui a été financée par l'Institut national du cancer et puis par l'IRESP, avec, en fait, ils font des appels à projets ciblant substances psychoactives et cancer. Donc, on a été financé, on a pu travailler avec 12 associations de patients que je présente ici, et dont l'association Corasso. Cette étude a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour travailler, hein. En France, on ne fait pas complètement ce que l'on veut quand on travaille avec des patients, et heureusement. Donc, on a eu une autorisation d'un avis d'un comité de protection des personnes en décembre 2022, et l'étude s'est faite assez rapidement, en 3 mois quasiment, on a pu recruter tous les patients qu'on voulait. Et l'objectif de cette étude était de comparer dans une population adulte de patients atteints par un cancer ou ayant eu un cancer, la prévalence de la consommation de substances psychoactives chez les patients douloureux par rapport aux patients non douloureux. Et donc, on a regardé la douleur avec une échelle visuelle analogique. On a dit que, vous savez, on nous a tous au moins posé une fois la question dans notre vie de est-ce que vous avez mal et combien vous avez mal entre 0 et 10. Et puis, eh ben, tout simplement, est-ce qu'ils consomment de l'alcool, du tabac, des cigarettes électroniques, du cannabidiol, du cannabis, des opioïdes et des benzodiazépines? Alors ici, je présenterai les résultats que sur alcool, tabac, e-cigarettes, CBD et cannabis, les opioïdes et benzodiazépines, je les laissais un peu de côté. Ce travail a déjà fait l'objet de 2 publications scientifiques qu'on a fait remonter auprès des associations de patients, dans un journal international à comité de lecture, tout à fait valorisable. Ensuite, on a regardé la consommation de ces substances psychoactives avec les caractéristiques de la douleur. Est-ce que l'intensité, la durée, la présence de neuropathie chimio-induite, alors je ne le présenterai pas aujourd'hui. Et puis des éléments plus spécifiques aux patients, de qualité de vie, d'anxiété, de dépression, de précarité, et puis les caractéristiques du cancer et des patients, mais c'est surtout, on va dire, le type de cancer. Et puis, je passe sur les questionnaires que l'on a utilisés. On a ciblé des personnes adultes et déclarées comme ayant eu un cancer ou ayant un cancer, et puis qui devaient parler français. Alors, J'ai une petite question pour les oui, substances psychoactives. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce que c'est? euh, oui, Alors, ce sont donc des substances qui exercent une activité sur le système nerveux central, sur notre cerveau, qui en modifie le fonctionnement. Donc, il y a des choses qui sont assez évidentes, comme l'alcool. Bah, quand on boit de l'alcool, il y a une ébriété, ça va modifier le fonctionnement de notre cerveau. Le tabac, c'est on va dire un psychostimulant, ça stimule l'éveil. La cigarette électronique, c'est pareil.
que c'est de la nicotine, c'est juste le moyen d'être exposé au produit. Le cannabidiol, le cannabis sont des psychotropes qui vont moduler le fonctionnement du cerveau, avec éventuellement des pistes sur des effets analgésiques, et puis opioïdes, benzodiazépines. Donc les opioïdes, ce sont des antalgiques, les benzodiazépines sont des anxiolytiques, des hypnotiques, sont des médicaments contre l'anxiété ou pour favoriser le sommeil, et qui agissent sur le système nerveux central. Alors, ce sont aussi des produits, même si on ne l'a pas exploré, qui peuvent faire l'objet malheureusement d'un mésusage et qui peuvent éventuellement être source d'addiction. Alors, le tabac, c'est bien connu, cannabis, opioïdes évidemment aussi, mais aussi les benzodiazépines, l'alcool. Et donc, c'est ça qu'on a cherché à voir, et puis considérant que ce sont des produits qui sont euh, assez couramment utilisés en France. Mmh. Euh, Merci. Donc la population, donc je présente, alors je pourrais présenter différents. On a fait 2 analyses. Là, je vais en présenter principalement une. On va dire, voilà, on avait à peu près 1000 individus qui ont répondu à l'étude. À l'issue alors 1000 individus et pour lesquels on n'a pas de données manquantes. En vrai, on avait à peu près plus de 2000 réponses. Mais comme c'est une réponse en ligne sur internet, bah, il y a des gens qui sont connectés, puis au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils ont arrêté de répondre. Alors c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Moi, je le fais aussi quand ça m'arrive sur certaines études. Mais il faut comprendre que voilà, ces réponses incomplètes, on les a exclues parce que ça amène des données manquantes et c'est compliqué à manipuler après. Donc on a un peu plus de 1000 individus. C'est assez bien équilibré entre les personnes qui sont pendant le cancer, pendant une prise en charge pendant le cancer, et les personnes qui sont après le cancer, qui n'ont plus de traitement. Par contre, on a une surreprésentation des femmes, mais parce que les associations qu'on a contactées, il y a beaucoup d'associations sur des cancers plutôt féminins, le sein, gynécologique, avec, je pense, des membres et puis des personnes assez actives, ce qui fait que ben, dans ce format d'études, on va capter plus de femmes que d'hommes, avec une moyenne d'âge assez basse, 55 ans, alors que, comme je l'ai montré juste avant, hein, l'âge au diagnostic, on est plutôt autour de, voilà, entre 68 et 70 ans. Donc, mais ce sont des gens qui sont, je comprends, des femmes un peu plus jeunes et connectées sur les réseaux sociaux. Et voilà, on a une forte prédominance, on a quasiment 2/3 de cancer du sein, on les voit ici en fait, vous voyez 2/3 de cancer du sein, et puis après la prostate, et les cancers ORL sont malheureusement dans le autre, parce qu'on a eu assez peu de réponses, à l'époque, si je ne me trompe pas, sur cette étude. Donc, vous verrez plusieurs fois, il y a marqué pendant le cancer, après le cancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant le cancer, c'est pendant les traitements. On va parler de patients qui ont un cancer ou qui sont traités pour un cancer, et après le cancer, les traitements sont terminés. Donc on a cette surreprésentation de femmes ayant un cancer du sein et une population plutôt jeune. Par contre, on est assez bien équilibré entre, avant et après le cancer. Alors d'abord sur la douleur, les premiers chiffres que l'on peut apporter, donc au global sur la population, on a 44 presque la moitié, un peu moins de la moitié, des personnes qui disent avoir des douleurs. Qui disent avoir des douleurs, c'est-à-dire qui ont un score supérieur ou égal à 4 sur 10. Quand on leur pose la question: «Vous avez mal?» Entre 0 et 10, 0 j'ai pas mal et 10 j'ai très mal. Donc 4, c'est un chiffre relatif, enfin, cette limite de 4, c'est un chiffre assez important, ce qui veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'individus qui ont des douleurs, essentiellement des douleurs chroniques. La douleur chronique, c'est une douleur qui dure au-delà de 3 mois, et la majorité nous ont dit que ça faisait plus de 3 mois qu'ils avaient ces douleurs, et les 2/3 ont dit que c'était des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire que la douleur a une caractéristique, a une composante neurogène, des douleurs type fourmillement, brûlure, décharge électrique, engourdissement, sont des caractéristiques de douleurs neuropathiques. Ça touche plus les femmes que les hommes, et aussi tendance à être plus jeunes. Les individus douloureux par rapport aux individus non douloureux, il y a un petit décalage qui n'est pas énorme, mais c'est significatif. Alors quand vous voyez à chaque fois ce chiffre, la P égale ou inférieur à quelque chose,
Ça, c'est pour dire si les différences que l'on voit sont significatives, c'est-à-dire que c'est significatif statistiquement. Ce que l'on voit ici, c'est pas dû au hasard, c'est une réalité. On a aussi une diminution au cours du temps des douleurs. C'est ce que l'on voit ici, en fait, par année. On a regroupé les patients par année, les proportions d'individus douloureux par année. Alors, c'est pas flagrant, mais il y a une diminution au cours du temps de la douleur. C'est ce que l'on voit ici. Donc, quand même, 45 d'individus douloureux au global, très majoritairement des douleurs chroniques, et les 2 tiers des douleurs neuropathiques, plutôt des femmes, plutôt jeunes, et qui, heureusement, s'améliorent avec le temps. Un message, je pense, important aussi. Si on regarde maintenant sur le pendant les traitements, après les traitements, on se rapproche pendant le traitement de 1 patient sur 2 avec des douleurs, 50 contre 40 après les traitements, mais 40 ça reste toujours, élevé. Il y a plus de douleurs chroniques après le traitement que pendant le traitement, évidemment, et puis il y a peut-être une logique aussi que malheureusement, il y a des douleurs qui vont être générées par la prise en charge du cancer et que ces douleurs vont perdurer après le cancer, ce qui fait que ça augmente, à mon sens, après les traitements. Et par contre, on n'a pas de différence dans les populations en termes de douleurs neuropathiques avant et après les traitements. Heu, Pendant les traitements, il y a les conséquences de la chirurgie, mais aussi les chimiothérapies qui peuvent être, source de douleurs, pardon, neuropathiques. Et si on regarde, alors je suis désolé, je présente des tableaux assez compliqués, mais je vais essayer de les rendre assez simples. Heu, Ce que l'on voit aussi, c'est que globalement, les caractéristiques de la douleur avant et après les traitements et leur impact sont assez similaires, quoique un peu plus forts pendant le cancer, en termes d'impact sur la marche, sur la relation avec les autres et puis le plaisir de la vie. Mais évidemment, pendant la prise en charge du cancer, le les je pense qu'il y a encore le statut patient et la lourdeur des traitements qui fait que l'humeur des patients est altérée et ça a un impact aussi, sur ces éléments-là. Hem, Si on regarde la localisation des douleurs maintenant, heu, il n'y a pas de choses très fortes qui sortent pendant versus après le cancer. Par contre, ce qui est, assez, marquant, pardon, c'est les membres inférieurs. Les patients nous déclarent des douleurs plutôt dans les membres inférieurs. On va dire que c'est la moitié, chez les patients qui ont des douleurs, pour la moitié, ce sont des douleurs dans les pieds, dans les jambes. Après viennent les pieds, le rachis et la colonne vertébrale, et encore c'est pareil, les mains, les épaules, les hanches, le thorax. Alors quand on dit le thorax, ça va être aussi, la poitrine, la tête, les membres supérieurs, c'est beaucoup moins marqué, et puis, l'abdomen, là aussi, c'est moins marqué. Si on regarde la consommation d'analgésiques, il y a une différence sur la consommation d'analgésiques pendant et après le cancer. On consomme moins d'analgésiques après le cancer, heu par rapport à pendant le cancer, c'est significatif, même si, il y a pas tant d'écart en termes de douleur finalement entre les 2 populations. Et là aussi, il y a beaucoup de chiffres, mais ce que l'on voit, c'est que les patients consomment majoritairement du paracétamol. Là, si on regarde sur l'ensemble de la population, majoritairement du paracétamol. Après arrivent des opioïdes, de la morphine, de la codéine, du tramadol, les INS et l'ibuprofène, et puis des médicaments un peu plus spécifiques, on va dire, de douleurs neuropathiques. Ça, c'est la gabapentine ou la prégabaline. Ici, ça peut être la duloxétine ou ce qu'on appelle des antidépresseurs, utilisés pour traiter des douleurs neuropathiques. Et en fait, il y a très peu de patients qui consomment ces traitements, qui ont recours à ces traitements, alors que normalement, ce sont des médicaments qui sont indiqués pour les douleurs neuropathiques, et je rappelle qu'on est à 2 tiers des patients qui ont des douleurs neuropathiques. Donc, en fait, il y a un sentiment qu'il y a, un peu un défaut de prise en charge des patients, au niveau de la douleur, et cet effet était un peu plus marqué aussi sur après le cancer, où on a des chiffres qui s'effondrent, en termes de traitement sur des molécules un peu spécialisées, sur des pathologies, de douleurs neuropathiques et autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on explore, des projets d'études pour aller un peu plus précisément sur les parcours de soins des patients après le cancer,
dans l'idée de montrer que probablement ces patients sont mal pris en charge au regard de la douleur. Mais bon, il faut le démontrer pour l'affirmer. L'impact de la douleur sur la qualité de vie, alors ça c'est, là aussi je suis désolé, je montre plein de chiffres, mais il faut surtout regarder, ce qui est écrit en bleu pour résumer. On a exploré la qualité de vie des patients avec un questionnaire qui permet d'avoir des éléments sur la qualité de vie globale et puis sur la qualité de vie, la qualité de vie physique, cognitive, fonctionnelle, émotionnelle, sociale et puis, des éléments de symptômes et en fait, ce que l'on voit, c'est que la qualité de vie des patients douloureux par rapport aux non douloureux est impactée sur des aspects physiques, d'activité quotidienne, émotionnelle, cognitive, sociale. La fatigue, les patients qui sont douloureux sont plus fatigués, il y a plus d'insomnie et aussi quelque chose qui est un peu surprenant, enfin, qui vient pas de prime abord comme ça à l'esprit, c'est associé à des difficultés financières et d'ailleurs, on va réanalyser prochainement avec une étudiante en pharmacie les données spécifiquement autour de difficultés financières, ce qu'on appelle la toxicité financière, le fardeau de la prise en charge pour les patients, en lien avec la douleur. Je serais curieux d'aller voir un peu plus loin, parce que peut-être que les douleurs amènent, voilà, des dépenses supplémentaires et peut-être il y a des choses à explorer. Donc ça, c'est ce que l'on voit en fait pour ces résultats-là sur douleur versus, pas douleur. Mais on a aussi des effets et encore plus marqués presque, sur pendant et après le cancer. Mais pendant le cancer, comme j'expliquais avant, il y a le fardeau de la maladie et de la prise en charge de la maladie pour les patients, qui altère aussi beaucoup la qualité de vie des patients. Si on regarde aussi l'anxiété et la dépression, alors peut-être des figures un peu plus faciles à lire. Alors ça, c'est évalué au travers d'un questionnaire. Ce questionnaire permet d'avoir un score. Le patient répond à une série de questions, et on transforme les réponses du patient en un score et en fonction du score, on peut définir un score normal, c'est-à-dire que la personne qui a répondu a des scores normaux, qui veut dire qu'il n'a pas d'anxiété ou de dépression. Ensuite, il y a, un score, une limite de scoring qui amène à des scores indicatifs, c'est-à-dire que le patient a une anxiété ou a une dépression. Alors, ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est juste un questionnaire, mais ce sont des scores qui disent normalement le patient il a des troubles anxieux ou de dépression. Et puis, il y a ce qu'on appelle une zone grise avec des scores suggestifs. C'est pas complètement normal, c'est pas complètement indicatif. Il est un peu entre les deux. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est les rouges, peut-être par rapport, au vert et ce que l'on voit alors pendant et après les traitements, en termes d'anxiété, on ne montre pas de différence. Les petits écarts que l'on voit ne montrent pas de différence significative. Par contre, sur la douleur, quand on regarde les patients douloureux par rapport aux non douloureux sur l'ensemble de la population, pendant et après le cancer, on a un décrochage très net. Il y a beaucoup plus d'individus anxieux, chez les individus douloureux par rapport aux individus non douloureux. Ça se voit, c'est assez clair et si on regarde sur la dépression, là, on a un décrochage par contre entre le avant pardon, pendant le cancer, après le cancer, qui n'est pas très marqué, mais il y a un écart qui est significatif et là aussi, pour la douleur, on a aussi un décrochage qui est très marqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'individus qui souffrent de dépression av à parce qu'ils sont enfin, chez les individus douloureux, il y a plus d'individus qui souffrent de dépression que, chez les individus qui ne sont pas douloureux. Ce qui veut donc dire qu'il y a un lien douleur-anxiété et un lien douleur-dépression qui est assez marqué. Alors ce sont des choses qui sont décrites dans la littérature, mais là on le met bien en évidence dans le contexte du cancer. Les douleurs, détériorent l'humeur des patients, ils vont être anxieux et dépressifs. Alors là, on va rentrer dans le dur. Je suis désolé avec ces figures. C'est ce qu'on appelle des analyses multivariées. Alors pour expliquer simplement, on a cherché à voir quel lien il y avait entre la présence ou pas de douleur avec les caractéristiques des individus. Alors c'est des analyses statistiques un peu compliquées où on analyse en fait ensemble tout un tas de données pour voir, parce que, tout à l'heure, je reviens un peu en arrière. Je disais par exemple, ou même là, pardon, ici.
pendant versus après le cancer. Alors, c'est pas forcément facile à lire, mais ce que je vous expliquais, c'est que la qualité de vie est détériorée pendant le cancer par rapport à après le cancer. C'est assez évident, mais ici, on l'objective. Mais on a aussi des éléments assez similaires sur douleur, pas douleur. Sauf que, on a dit aussi, juste avant, que pendant le cancer, il y a plus de douleur qu'après le cancer. Ce qui veut donc dire que le profil «je suis traité pour un cancer» ou «j'ai été traité par un cancer», pour un cancer, va changer, la le pro le les patients sont pas les mêmes. Ils ont voilà, leur qualité de vie est détériorée quand ils sont pendant le cancer. Ce qui fait que on a ce qu'on appelle les facteurs confondants. Il est, comme ça, pris individuellement, on pourrait dire des bêtises en disant, ben, il y a, si je prends les données une à une, pendant le cancer, enfin pardon, la douleur altère tous ces aspects-là chez les patients. Oui, mais il faut comprendre que chez ces patients-là, il y en a qui sont pendant le cancer et d'autres qui sont après le cancer, et que le traitement du cancer et la maladie altèrent déjà ces éléments-là. Et donc, de faire ce qu'on appelle une analyse multivariée, ça permet un peu de pondérer le poids des différents paramètres dans les résultats que l'on a. Et donc ici, on a fait deux types d'analyses. Une première analyse un peu simple où on a, donc ce qu'on regarde ici, c'est la douleur. Quand on part de ce côté, ça veut dire que c'est lié à la douleur, et quand on part de ce côté, enfin, c'est favorable à la douleur, et quand on part de ce côté-là, c'est défavorable à la douleur, ça ne favorise pas la douleur. Et donc, dans cette analyse, on a regardé les patients après le cancer, les types de cancer, le sexe, l'âge, et puis l'indice de masse corporelle, l'IMC, la dénutrition, le surpoids, l'obésité. Là, ce que l'on voit ici, et là c'est intéressant, c'est qu'il y a moins de douleur chez les personnes après le cancer par rapport à pendant le cancer. Ce que l'on voit ici, alors ce qu'il faut regarder, c'est les petits traits qui ont des étoiles. Ça veut dire que c'est significatif. Là, ce qui sort, ce que l'on voit, c'est que les patients qui ont un cancer de la prostate ont moins de douleur. Ici, ensuite, les femmes ont plus de douleur, et ce qui sort de manière très significative, le surpoids. Le surpoids et l'obésité est associé à la douleur. On a refait la même analyse, mais un peu plus poussée en rajoutant d'autres données. Et ici, on a rajouté la dépression, l'anxiété et puis la qualité de vie globale. Ça a modifié les résultats. Et on voit ici que quand on rajoute tous ces éléments-là, on perd la différence de douleur entre pendant et après le cancer, ce qui laisse penser quand même que ce 50% que je montrais au début, 50% contre 40%, il est peut-être pas si différent que ça, en réalité, et qu'il y a quand même beaucoup de douleur pendant et après le cancer. Quand on regarde les types de cancer, ce qui sort cette fois, c'est le sein, mais c'est pas délirant vu que le sexe féminin, fait que alors là, ça sort pas, pardon, ça sort plus, ça sort ici, mais ça sort plus ici, et en fait, probablement que le lien sexe féminin, c'est le type de cancer, et ça, c'est quelque chose que je pense, en fait, quelque chose qu'on pourrait explorer. C'est un peu, morbide comme idée, mais il est probable que les cancers et leurs traitements associés n'amènent pas autant de douleur entre les individus. Et notamment dans le cancer du sein, je pense que c'est un cancer où il y a euh, beaucoup de douleurs liées à la chirurgie, liées à la chimiothérapie, et liées aussi à l'hormonothérapie. C'est un cancer qui est le plus souvent sensible aux hormones, et il faut bloquer l'effet des hormones chez ces patientes. Et quand on fait ça, ça amène des douleurs. Je parlais de douleurs articulaires. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas délirant d'avoir plus de douleurs chez les patientes ayant un cancer du sein. Ensuite, l'indice de masse corporelle, les différences se sont maintenues, ça continue à sortir. Donc ça aussi, c'est un élément important. Le surpoids, l'obésité est associé à plus de douleurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, on peut travailler avec les patients pour améliorer leur qualité de vie. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est que les scores indicatifs d'anxiété sont associés à la douleur. Donc, en fait, ce que je montrais ici, c'est
c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on creuse sur des analyses un peu plus poussées, ça se maintient. La dépression, par contre, on a perdu cette différence, mais probablement justement parce que le fait d'être traité pour un cancer amène plus de désordres, de troubles de l'humeur. Les patients ne sont pas bien et c'est évident. Et que peut-être cette différence ici pèse en partie beaucoup au fait d'être pendant ou après le traitement. C'est pour ça qu'on la perd ici. Et ce qui sort aussi, globalement, c'est que les scores de qualité de vie sont diminués. Euh, en fait, il y a une relation inverse, pardon, c'est ce qu'il faut comprendre, il y a une relation inverse, c'est-à-dire que les scores de qualité de vie diminuent quand on a un cancer. Donc ça, c'est assez... quand on a, pardon, les scores de qualité de vie diminuent quand on a de la douleur. Donc en fait, le message qui ressort beaucoup, c'est euh, euh, plus de douleur pendant le cancer, c'est ce que l'on voit là, mais à minorer sur le fait que c'est peut-être pas si franc que ça. Probablement plus de douleur dans le cadre du cancer du sein et donc des femmes. Et un truc qui sort fortement, c'est le surpoids, l'IMC. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, notamment l'activité physique, la nutrition. On peut essayer d'améliorer le poids des patients et des personnes après le cancer, qui sont peut-être plus des patients, pour améliorer significativement la qualité de vie. Maintenant, on va évoluer vers la consommation de substances psychoactives après ce tableau sur la douleur. Mais moi, ça a été un des résultats un peu, alors surprenant, je dirais peut-être pas jusque-là, mais qui m'a un peu marqué pour dire quand même 50% des personnes pendant le cancer ont des douleurs et 40% après le cancer. Alors, on a une population qui n'est pas représentative de la population générale. Cancer, ça c'est clair, mais dans notre population, il y a quand même beaucoup de douleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Donc maintenant, quand on regarde les consommations de substances psychoactives, donc là, on a un tableau qui est bien chargé, encore une fois, j'en suis désolé, avec alors les substances, l'alcool, tabac, cigarette électronique, cannabidiol, cannabis. Cannabidiol, c'est le CBD. Et puis là, j'ai regroupé au moins une substance parmi, c'est-à-dire on a pris tout le monde au moins une fois. Euh, et le type d'usage, au moins une fois l'année passée, au moins une fois le mois passé, au moins une fois la semaine passée, ou au moins un usage quotidien. Toutes les personnes qui ont répondu, alors là, on a un effectif un peu plus important, mais ça ne change pas le message. Les individus douloureux, les individus pas douloureux. Et après, on fait des analyses statistiques. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui frappe déjà l'esprit. Alors, si on fait le plus marqué, le tabac et le cannabidiol. Tabac et cannabidiol, ce que l'on voit, en fait, il y a, alors les pourcentages sont entre parenthèses, il y a plus d'individus qui consomment du cannabidiol chez les individus douloureux par rapport aux individus non douloureux. 20% pour comprendre, par exemple, sur un exemple, 20% en consommaient l'année passée chez les douloureux contre 7,5% chez les non douloureux. Pour le tabac, les chiffres sont moins importants en termes de pourcentage de consommation, mais on a aussi un écart qui est significatif, c'est-à-dire que les individus douloureux ont plus tendance à consommer du tabac que ceux qui ne sont pas douloureux. Pour l'alcool, et il faudra que je pèse bien mes mots, on a des résultats opposés, c'est-à-dire qu'on a plus d'individus qui consomment de l'alcool chez les non douloureux que chez les douloureux. On reviendra dessus. Il y a un effet, en fait, je pense, lié à la maladie, qui fait que les patients consomment moins d'alcool pendant le cancer, pendant les traitements, ce qui est très bien, et peut-être, mais là c'est très hypothétique, recommencent à consommer de l'alcool après les traitements. Et après les traitements, il y a moins de douleur, donc peut-être qu'on a cet effet un peu rebond. J'avance. Euh, Consommation de ces produits, alcool, tabac, e-cigarettes, cannabidiol, cannabis. Donc on a fait des comparaisons d'usage versus pas d'usage sur la qualité de vie, l'anxiété, la dépression et la précarité. Là aussi, on a des éléments un peu surprenants sur l'alcool. Les personnes qui boivent, alors ces chiffres sont compliqués à interpréter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui boivent de l'alcool ont une meilleure qualité de vie.
Pris comme ça, on pourrait dire: «Mais il faut boire de l'alcool». Attention, je suis enseignant en pharmacie, je suis pharmacien enseignant en pharmacie et en toxicologie. Il ne faut pas encourager la consommation d'alcool, ça c'est clair. L'alcool est dangereux dès le premier verre. Il n'y a aucun bénéfice à consommer de l'alcool. Donc, je ne peux pas encourager la consommation d'alcool. Et en fait, on voit une augmentation, enfin, les patients qui consomment de l'alcool ont une meilleure qualité de vie, ils sont mieux, mais je pense qu'on va le voir après, en fait, il y a un lien avec le fait d'être pendant ou après la maladie. Et qu'après la maladie, les gens reconsomment. Et en fait, je me pose la question si c'est pas de l'hédonisme, c'est-à-dire une consommation plaisir. Et que comme c'est une consommation plaisir, les patients sont mieux, ils vont mieux. Et c'est ça que l'on voit en fait, au travers de cette consommation d'alcool. Et c'est quelque chose qu'on voudrait explorer. Il y a meilleure qualité de vie, moins de symptômes, ils sont moins anxieux, ils sont moins dépressifs, ils sont moins précaires. On pourrait croire que c'est une solution miracle. Attention, c'est pas ce que je dis, mais je reviendrai dessus. Si on regarde le tabac, il y a quelques effets, mais qui sont pas très marqués, d'une légère altération de la qualité de vie. Par contre, un peu plus fort, on a des effets sur la fatigue, nausées, vomissements, douleurs, ça sort, mais on reviendra dessus. Difficultés financières, diarrhée, bon, c'est des symptomatologies qui vont dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils sont les patients tabagiques sont moins bien. Ça, c'est sur des consommations de mémoire, c'était au moins une fois le mois passé. C'est-à-dire dans ceux qui ont consommé au moins une fois le mois passé, il y a ceux qui fument quotidiennement et ceux qui ont fumé au moins une fois dans la semaine. Pour la e-cigarette, il n'y a pas grand-chose qui sort. La précarité, alors je me l'explique pas bien, mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Et le cannabidiol, là aussi, il y a pas mal de facteurs qui sortent. C'est-à-dire que les usagers de cannabidiol, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, ils ont une qualité de vie qui est altérée. Et pareil, symptomatologie altérée, anxiété, dépression, c'est pas bien. C'est ce que je résume en dessous. Usage tabac, cannabidiol, cannabis aussi, hein, on retrouve l'usage de cannabis, les individus ont une qualité de vie altérée, alors que l'alcool, c'est l'inverse. Mais je vais détailler un petit peu plus. La douleur. Donc là, on a fait une analyse multivariée. Donc c'est un peu la même chose, mais présenté différemment que ce que je vous ai montré ici. Donc en fait, c'est pour pondérer les différences et pour être un peu plus fin sur les analyses que l'on fait. Donc là, on a regardé le lien je consomme ou pas de l'alcool en lien avec la douleur. Et là, pareil, je consomme ou pas du tabac, je consomme ou pas de la cigarette électronique, du cannabidiol ou du cannabis. Euh, alors, le lien avec la douleur pour l'alcool, ça ne sort pas. La douleur chronique, ça ne sort pas. Ça sort chez les hommes. En fait, la différence que l'on voit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est femmes versus hommes. Et la différence que l'on voit, c'est inférieur à 1. C'est plus caractéristique des hommes. Donc, c'est plutôt les hommes qui vont consommer de l'alcool. Il n'y a pas d'effet de l'âge. Il y a un effet de l'IMC, plutôt dans le sens d'individus qui ont un poids normal. C'est-à-dire que la consommation d'alcool est moins caractéristique chez les dénutris et moins caractéristique chez les personnes obèses. Et c'est ça que je voulais vous souligner ici. On a une consommation d'alcool qui est moins marquée pendant le cancer et donc plus forte après le cancer. Et donc je pense que c'est cet effet qui a un impact assez important sur la douleur. Si on regarde le tabac maintenant, il y a un lien fort avec la douleur. Là, on est supérieur à 1, on augmente. Il y a plus d'individus douloureux chez les usagers de tabac. Ce sont plutôt des hommes. Là, on est inférieur à 1, donc c'est moins fréquent chez les femmes. C'est moins fréquent chez les sujets âgés. Et c'est la seule différence que l'on voit. Sur la e-cigarette, là aussi, il n'y a pas de lien avec la douleur. Un lien sur les personnes en surpoids qui consommeraient moins, donc ça serait là aussi plutôt des individus avec un poids normal, voire peut-être dénutris, mais il n'y a pas de différence significative. Le cannabidiol, un lien aussi fort avec la douleur, hein, très fort même, un peu comme le tabac. Pas d'effet sexe, pas d'effet âge, et un effet surprenant plutôt chez des individus dénutris. Les individus dénutris auront tendance à consommer du cannabidiol. Pour le cannabis,
Alors le cannabis, quand on posait la question, c'était pas cannabis médical, hein. C'est consommez-vous du cannabis, marijuana, hashish? Hem, Pas de lien avec la douleur, un lien assez enfin très fort chez l'homme. C'est pas du tout chez les femmes, c'est beaucoup plus chez les hommes. Et là, ce que l'on voit aussi, c'est plutôt chez, des individus jeunes et pas chez des individus âgés. Et après, pas d'effet sur l'IMC ou pendant ou après le cancer. On a refait ces analyses avec un modèle un peu plus compliqué, mais où, comme tout à l'heure, on a rajouté des données sur l'anxiété, la dépression, la qualité de vie et la précarité. Donc les messages, bon, je vais passer vite dessus, mais ce qui reste sur l'alcool, et beh, pendant le cancer, les gens consomment moins d'alcool et c'est plutôt des hommes. Le tabac maintient son lien avec la douleur, le cannabidiol aussi. Le tabac, c'est plutôt des sujets plutôt jeunes. Pour la cigarette électronique, pareil. On a un effet sur l'IMC qui se conforte, une altération de la qualité de vie et de la précarité. Je ne sais pas pourquoi, cette précarité se maintient. Peut-être aussi parce que c'est moins cher, la cigarette électronique, que le tabac, et qu'on fait apparaître peut-être une classe socio-professionnelle d'individus ayant des revenus plus bas. Hein, le tabac, ça coûte cher maintenant, hein, et la cigarette électronique, c'est un peu moins cher. Le cannabidiol, donc lien très fort. Individu dénutri, ça se maintient. Cannabis, ce qu'on retrouve se maintient, c'est-à-dire c'est plutôt chez des hommes, c'est pas chez les femmes, plutôt chez des jeunes. Et alors, on a rajouté l'anxiété et la dépression, et il y a un lien fort avec l'anxiété. Alors, c'est des scores suggestifs, mais il y a quelque chose, les patients sont pas bien, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être, là je vais un peu loin, mais peut-être une stratégie d'automédication avec le cannabis. Euh, donc la conclusion sur cette partie substance psychoactive, donc l'usage d'alcool, on n'a pas de lien avec la douleur. C'est un marqueur je me pose la question, c'est un marqueur d'un meilleur état de santé et c'est plutôt caractéristique chez après le cancer. En fait, je me demande si c'est pas la consommation d'alcool, si c'est pas un marqueur euh, de retour à la vie normale. J'ai Le bientôt. retour comment dire, la vie sociale, en fait, parce que Oui, souvent l'alcool est associé à un aspect festif, à un aspect convivial, à tort d'ailleurs, puisqu'on peut passer des moments très conviviaux sans pour autant consommer de l'alcool, mais la consommation d'alcool est souvent liée à ça, et comme vous dites, c'est peut-être pour ça qu'on la retrouve plus à l'issue des traitements de la maladie et non pas pendant les traitements où on est souvent plus replié sur soi. ouais, non, oui, tout à fait. Je pense à de l'hédonisme, mais bon, il faudrait l'explorer pour l'affirmer plus clairement. Mais Euh, ce qui est intéressant dans tout ce que vous présentez, je suis désolée, je vais aller retourner non, dans ce que vous présentez, ce qui est très intéressant, c'est que ça donne à voir à quel point on peut faire parler les chiffres selon l'angle ah, bien sûr. dont on a envie de les faire parler. Parce que typiquement, si ces chiffres sont emparés pour des fake news, on pourrait dire, bah, regardez, buvez de l'alcool, vous aurez moins mal. Ouais, non, oui, oui, on est bien d'accord, hein. Et malheureusement, c'est dans l'air du temps d'avoir beaucoup de fake news et d'interpréter les choses comme on veut. Mais Donc, après, quand on voit tout le travail d'interprétation que vous faites justement pour pondérer, comme vous dites, pour relativiser l'analyse, parce que finalement, on ne peut pas prendre qu'un seul facteur tout seul pour faire une analyse complète. Et oui, ça se voit notamment. Enfin, moi, je me pose cette question quand vous dites, par exemple, que il y a plus de consommation de cannabis chez les personnes douloureuses. Est-ce que, comme vous dites, c'est pas une automédication? Est-ce que ces personnes, du fait qu'elles soient douloureuses, ne se tournent pas vers le cannabis? Et pareil alors, pour le tabac d'ailleurs. Est-ce que du ouais, coup, elles ont pas alors, plus de mal à arrêter? alors, je pensais. Euh, Alors, oui, oui, c'est une réalité. Alors, pardon, pour le cannabis, il n'y a pas de lien consommation de cannabis et douleur. Je pensais qu'il y en aurait un. En fait, sincèrement, je pensais qu'il y en aurait un, mais ça sort pas. En fait, c'est plutôt, je pense, de l'ordre des désordres émotionnels.
Il y a ça, il y a ça qu'on voit apparaître, mais il y a pas de lien très fort. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont peu nombreux à consommer du cannabis, hein. Si je reviens en arrière, cannabis, heu au quotidien dans la population, il y en avait 14 individus, hein, c'est 1,3. Oui, Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peu d'individus, donc du coup, le poids statistique, il est pas fort, donc ça sort pas. On voit pas la différence, on n'arrive pas à le montrer. Bien qu'on a une différence arithmétique, hein. On est oui. quasiment Ils sont quasiment 2 fois plus nombreux à fumer du cannabis tous les jours chez les douloureux par rapport aux non douloureux, hein. C'est 1,9 contre 0,9. Mais comme Et de c'est la même façon, pardon, mais et de mais la mais même façon, l'anxiété, est-ce qu'elle est liée à la douleur, puisqu'on sait que ça peut atteindre le moral, ou est-ce que la douleur est plus perceptible chez les anxieux? alors il y a un il bah, on a ce lien, hein, que l'on voit ici. Chez les douloureux, il y a des désordres, c'est associé et quand on regarde là, on le sort aussi. La douleur, il y a un lien douleur-anxiété qui sort sur l'ensemble de la population et après quand on regarde avec les consommations de substances, anxiété, dépression, il y a rien qui sort, un petit peu chez pour le cannabis, mais considérant qu'il y a pas de lien. En fait, il aurait fallu voir les choses à l'envers. Il aurait fallu savoir entre les douloureux versus les non douloureux, est-ce que le fait de consommer du cannabis, il y a un lien ou pas? Et c'est toute la complexité, c'est qu'on ce type d'études génère énormément de données et il faut comment on va manipuler ces données pour voir un lien ou pas avec, tel ou tel symptôme? C'est juste Heu, toute la complexité du oui. travail d'analyse et aussi toute la nécessité d'avoir, une population la plus représentative, Alors, possible. exactement et là, clairement, on sait que notre population, alors, elle est représentative d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cancers du sein, mais après on a beaucoup moins de certains types de cancers. Heu, il aurait presque fallu faire un groupe que cancer du sein pour avoir quelque chose de propre. Mais, bon voilà, l'idée c'était d'avoir aussi une vision un peu globale, et puis on peut comparer aussi un peu par rapport à d'autres types de cancers, voir s'il y a des choses qui sortent, bon. Ça sort pas, mais on a quand même beaucoup d'individus quand même, hein, aussi dans l'étude, Oui, hein. parce que là, on voit que le cancer du sein, ça représente 61 des répondants, alors Oui, qu'en réalité, je crois que c'est 14 des types de cancer au global. oui, probablement, ouais. Ouais, ouais, ça doit beaucoup diminuer, hein, parce que le cancer du sein et le cancer de la prostate, c'est les mêmes nombres d'individus. Donc déjà, ça devrait le cancer du sein devrait diminuer en proportion, fortement et Oui, c'est illustre toute la difficulté de pouvoir aller chercher, les réponses, voilà. sur la globalité des patients et d'avoir une vision globale du coup. Il faut que les patients participent et puis on a aussi un biais de surreprésentativité, c'est-à-dire que comme on parle de douleurs et cancer, on a quand même un risque que beaucoup de patients qui ont des douleurs répondent, alors que des patients qui n'ont pas de douleur ne se sentent pas concernés et ne répondent pas. Oui. Voilà, donc ça, il y a donc le chiffre, voilà de 50 et de 40, il est probablement un peu surestimé. Mais néanmoins, on a un critère de définition de la douleur qui est assez dur. C'est-à-dire Mmh. que, un patient qui dit qu'il a mal avec un score de supérieur ou égal à 4 sur 10, c'est des patients qui ont des douleurs, significatives. Mmh. Alors on avait un autre critère d'évaluation qui est simplement de dire: «Est-ce que vous avez mal?» Et à partir du moment où le patient nous dit qu'il a mal, on le prend. Sauf que, dans les patients qui ont mal, tous n'ont pas des scores supérieurs ou égal à 4. Ce qui veut dire qu'on est quand même si on a probablement une surreprésentation des patients douloureux dans la population, on a un critère de jugement douleur qui est assez élevé. Ce qui fait que je me dis qu'on tempère un peu cette surreprésentation des patients douloureux parce que c'est une étude sur la douleur et que des patients qui n'ont pas de douleur se sentent peu ou pas concernés et vont pas répondre et donc seront moins représentés. Donc je vais continuer, je suis proche de la fin. L'usage du tabac donc il y a un lien fort avec la douleur. C'est surtout des hommes et plutôt, on va dire d'âge 45-65 ans. Ce lien douleur-tabac est très connu et
c'est un obstacle au sevrage tabagique. Sachant que il faut toujours encourager le sevrage tabagique. Mais chez un patient douloureux qui fume, il faudra gérer la douleur en plus du sevrage, parce que le patient aura tendance à fumer aussi pour apaiser ses douleurs. Pour la cigarette électronique, pas de lien avec la douleur. Le profil plus jeune, poids normal, avec une altération de la qualité de vie, de la précarité. Donc je pense qu'on a en fait l'usage de la e-cigarette dans cette population, c'est un profil un peu un profil particulier d'individu, je pense, plus jeune, peut-être avec moins d'argent et, et donc une altération de la qualité de vie. Le cannabidiol, lien fort avec la douleur. Là, la question, je ne sais pas si ce sont des individus qui sont douloureux, qui sont mal pris en charge et qui vont faire usage de CBD en automédication pour améliorer leur quotidien. Mais ça pourrait être une des pistes. C'est-à-dire que je soupçonne que le fait que les individus utilisent du CBD masque le fait qu'ils sont peut-être pas bien pris en charge, souffrent et ont recours à des médecines alternatives. Et ce sont des individus dénutris. Ça aussi, donc il y a aussi peut-être un profil de patient qui va avoir usage à des compléments alimentaires ou autres. Et le cannabis, pas de lien avec la douleur. Par contre, ce sont des hommes jeunes et peut-être plus anxieux. Donc ce sont des profils d'individus qui sont un peu particuliers. Alors pour avancer, pour conclure sur cette partie-là, donc quand même des chiffres assez importants qui marquent, moi qui m'ont marqué. 50% de douleur pendant le cancer, 40% après le cancer. Et puis quand on regarde sur nos analyses, cette différence que l'on voit quand on compare de manière directe disparaît. 2/3 de douleurs neuropathiques, ça c'est un chiffre qui est élevé. Majoritairement des douleurs chroniques, plutôt les membres inférieurs, avec à mon sens un défaut de prise en charge de la douleur. C'est plutôt les cancers du sein qui sont douloureux. Le surpoids, hein, rappelez-vous à l'IMC, le surpoids, l'obésité est lié, on a beau triturer les données, ça reste lié à la douleur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. La prise en charge de la douleur, c'est difficile, mais on peut améliorer. Le surpoids, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler avec de l'activité physique adaptée, de la nutrition. Et l'activité physique adaptée a beaucoup de bénéfices et pour le cancer, améliorer la réponse au traitement, la qualité de vie pendant le cancer et améliorer la qualité de vie après le cancer et sur la douleur. Et j'aurais presque envie de dire avec peu ou pas d'effets indésirables. Donc ça, c'est très important. Et l'activité physique, puis ça améliore l'humeur. Donc il y a une association forte entre la douleur et l'altération de la qualité de vie, fatigue, insomnie, anxiété, dépression. Et puis, si on met le focus sur les substances psychoactives, le tabagisme, des jeunes et plutôt des hommes, il y a un lien tabac-douleur. C'est très connu, je me doutais qu'on le mettrait en évidence, on l'a mis en évidence. Il faut encourager le sevrage tabagique, les patients s'améliorent et normalement chez les patients qui fument, ils sont aussi moins bien au niveau anxiété, dépression et qualité de vie. Les patients pensent que d'arrêter de fumer, ça va être, ils vont être plus dépressifs et plus anxieux, alors que c'est l'inverse. Ça, c'est archi démontré. Quand les patients arrêtent de fumer, en fait, ils améliorent leur humeur. Et puis pour le CBD, ça, c'est presque plus pour les professionnels de santé. Je soupçonne, je n'ai pas la réponse claire, parce que je n'ai pas l'information, mais je pense qu'il y a un recours au CBD parce que les patients sont douloureux, pas bien pris en charge et qu'ils vont trouver des stratégies alternatives pour s'améliorer. Mais j'insiste, attention, on a une population qui est très féminine et plutôt jeune. Pour avancer et faire un peu de pub, mais encore pour nous tous, on a une étude en cours, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer. L'étude est relayée par tout un tas d'associations et notamment par l'association Corasso. On souhaite explorer la relation entre la santé sexuelle et la douleur dans le contexte du cancer en France. Donc c'est une étude qui est très similaire à ça. Et on suspecte là aussi une détérioration de la santé sexuelle. Et je suis assez curieux des résultats. J'ai pas du tout regardé les résultats. On a aujourd'hui 850 personnes qui ont répondu, mais on aimerait atteindre les 1000, un peu comme l'étude CAPS que je vous ai présentée. C'est une étude qui est subventionnée par la Ligue contre le cancer, ce qui nous permet de financer la participation des associations de patients. On est très content qu'elles participent,
mais on comprend bien que c'est du temps, du travail, donc c'est une manière, modeste, je dirais, d'aider les associations, à continuer et d'avoir des retours du terrain. Et cette étude sur la santé sexuelle, les patients nous laissent des commentaires et on voit bien pour certains et pour certaines, le désarroi, autour de ça. Pas défaut de prise en charge, alors qu'il y a des prises en charge. Il y a des consultations sexologiques pour améliorer le quotidien des patients. Autre point d'information, et je reviendrai vers l'association Corasso, on a lancé un site internet sur cancer et douleur. Il y a le lien ici. Alors, il est actif. Il faut qu'on continue à travailler dessus. On le veut comme un site d'information sur la douleur pendant, après le cancer. Alors, on a plutôt un profil après le cancer. Et donc, apporter l'information le plus validée possible. C'est-à-dire que faire remonter les recommandations de prise en charge des cancers, des douleurs, pardon, pendant le cancer et après le cancer. Ça a été soutenu par la Ligue contre le cancer. Ça se fait avec l'Institut Analgesia, qui est une fondation publique-privée avec qui on travaille, nous, et qui est une émanation de notre équipe de recherche. Et on fait le lien avec les associations de patients. Et donc, je reviendrai vers vous, Madame Le Bars, pour communiquer plus largement. C'est assez jeune tout de suite. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi des personnes qui m'ont aidé pour tout ce travail. Alors, Charles Ragusa, c'est un étudiant que j'ai eu en Master 2. Bruno Pereira, c'est le biostatisticien qui fait toutes ces analyses. Et puis, Ruben Martinez, c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital avec moi, qui assure la gestion des bases de données, parce que ça fait beaucoup de données et c'est compliqué à manipuler. Et remercier le soutien financier de l'Institut national du cancer et de l'IRESP qui a permis de faire cette étude CAPS. Et donc, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui, il y avait des questions. Alors déjà, merci parce que c'était une analyse très poussée et qui donne vraiment encore à voir toute cette complexité, qui illustre aussi la nécessité pour les patients, quelle que soit leur pathologie, de participer. Et on l'a dit tout à l'heure pour l'étude Casexpa, il y a une participation beaucoup plus importante des cancers des patients pour le GTT-Q. On fait un gros travail au sein de Corasso sur une acculturation justement à la recherche pour qu'il y ait une participation plus importante. Et là, on le voit quand c'est flagrant quand vous parlez cancer du sein et douleur. On a des patients au sein de l'association qui ont connu les deux pathologies. Et après, c'est chaque individu, mais justement, pour les cancers de la tête et du cou, il y a aussi souvent des chirurgies très lourdes, des douleurs très importantes, et elles ne ressortent pas dans ces études. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu que de tous faire l'effort de donner un peu de son temps pour participer à ces études qui est très important. Alors, il y avait deux questions. Concrètement, comment peut-on modifier la prise en compte de la douleur, notamment auprès des oncologues ou des médecins traitants qui peuvent ne pas comprendre les douleurs neuropathiques en particulier? Ouais. Et l'autre question, c'était les douleurs s'estiment dans le temps, mais quelle est cette temporalité? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors deux réponses ou réponses partielles, je suis désolé. Alors pour la première, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors sur toutes ces études, on laisse la possibilité aux patients qui ont répondu de nous laisser un commentaire. Et c'est assez récurrent d'entendre, de lire que leur douleur n'est pas prise en charge, leur douleur n'est pas entendue. Euh, c'est peut-être, alors, quand on est à l'hôpital, quand c'est la période de la chirurgie, de la chimio, etc., je pense qu'il y a quand même une prise en charge hyper spécialisée. Alors après, peut-être qu'entre un CHU, un centre hospitalier général, une clinique, un centre anticancéreux, évidemment que la technicité n'est pas la même. Le niveau, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais tout le monde travaille très bien, mais le niveau de spécialisation des personnes n'est pas forcément le même. Et donc oui, je pense que globalement pendant le cancer, la prise en charge de la douleur est bonne. Après, ça doit pouvoir varier selon les centres. Là où c'est plus inquiétant, c'est sur l'après-cancer. Et puis, il faut comprendre que des douleurs neuropathiques, tant qu'elles ne sont pas des menaces vitales liées à la maladie,
les médecins, les oncologues vont être plus sensibles à la gestion du traitement anticancéreux au quotidien pour le patient, s'assurer qu'on gère bien les effets indésirables et que ça n'est pas complètement un nouveau problème pour les médecins, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Les patients, et heureusement, vont vivre de plus en plus longtemps après le cancer. Le cancer va tendre vers une maladie chronique. Je pense qu'on n'y est pas encore complètement, mais ça va arriver. Les traitements ont évolué très fortement. Et donc, la question de la douleur, il faudra la gérer parce qu'on ne pourra plus se contenter de dire bah, je vous ai sauvé du cancer, mais tant pis pour les douleurs. Non. Après, il y a des centres d'évaluation et de traitement de la douleur en France, étalés sur le territoire. Il ne faut pas hésiter à les contacter pour avoir des prises en charge plus spécialisées. Alors, je sais que malheureusement, les délais de prise en charge sont assez longs. Les médecins de ville, je sais, sont assez facilement dépourvus devant ces douleurs neuropathiques qui sont difficiles à soigner. Alors, le site internet Cancer et douleurs là qu'on veut lancer, enfin qu'on a lancé, est aussi pour objectif de diffuser de la connaissance aux patients. Dans le cas, je vais citer un exemple. Dans le cas des douleurs neuropathiques liées à la chimiothérapie, les neuropathies les neuropathies périphériques chimio-induites, le traitement de référence pour les douleurs, qui est validé, qui est reconnu dans le monde, alors c'est pas non plus la panacée, mais le traitement de référence, c'est la duloxétine, c'est un antidépresseur. Ben, les quelques contacts que j'ai pu avoir régulièrement avec des oncologues, la plupart ne connaissent pas la duloxétine. Ils sont sur une molécule plus ancienne qui est la prégabaline, qui est peu ou pas efficace et qui n'a jamais démontré d'efficacité chez ces patients-là. Et donc, il y a là aussi besoin de faire diffuser de l'information auprès des oncologues. Ils sont submergés d'informations, hein, et puis l'évolution de la prise en charge est très compliquée, donc ils acquièrent déjà tout ça. Ensuite, la temporalité, je pense que c'est très dépendant des typologies, enfin, l'origine de la douleur, si c'est une chimiothérapie, si c'est post-chirurgical, euh, si elle est prise en charge aussi. Il vaut mieux éviter de laisser traîner la douleur. Il vaut mieux arriver à la calmer avec le temps. Elle s'améliore avec le temps. J'en discutais avec un neurologue il y a pas longtemps. La question, c'est est-ce que ça s'améliore avec le temps parce que les patients sont habitués à vivre avec, et du coup le ressenti général est moins marqué, ou alors réellement la douleur a diminué en intensité. C'est pas la douleur, l'évaluation de douleur, c'est subjectif, hein. On vous dit entre 0 et 10, vous avez mal, comment? Donc, je pense quand même que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'améliore avec le temps. Après, la temporalité, je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est très variable selon les causes des douleurs neuropathiques. Et puis l'intensité aussi qui va avec, c'est-à-dire peut-être une douleur très intense, si elle dure, enfin très intense si elle dure, va durer peut-être plus longtemps qu'une douleur modérée, pourra peut-être s'estomper plus facilement. Tout dépend de la cause qu'il y a derrière. Mais là-dessus, j'insiste, l'activité physique adaptée, il y a toujours moyen d'avoir une activité pour apaiser les douleurs. Oui, c'est très intéressant. Puis il y a aussi les soins de support, tout ce qui relève de la sophrologie, l'hypnose, quand c'est pratiqué dans un cadre justement bien cadré, avec des praticiens de qualité formés. Mais ça, c'est vrai que c'est un autre débat, mais c'est aussi des éléments qui peuvent beaucoup nous aider. Et puis merci à nos oncologues et à nos médecins traitants, puisque pour les voir travailler au quotidien, ils croulent sous l'information. Et c'est vrai que c'est souvent une source de souffrance pour eux que de voir leurs patients justement dans la douleur et de ne pas avoir les outils ou les informations pour les aider. Donc votre site est une belle opportunité d'informer qu'on va largement partager. On reviendra vers vous pour, Avec plaisir, pour vraiment. faire évoluer, hein, ce site internet. Il a aussi, rien n'est gravé dans le marbre, et il faut qu'on le nourrisse. Là, on est vraiment au début, on a un peu perdu du temps parce que c'est compliqué de faire un site internet, mais bon, je pense que vous le savez. Donc c'est un travail de longue haleine.
Et donc il faut qu'on continue. Et alors très modestement, enfin humblement, ce que je veux dire, c'est que on a lancé ce site internet. Enfin, moi, pour moi, c'était une manière à mon niveau d'essayer d'améliorer la prise en charge. Je suis pharmacien, je ne suis pas prescripteur, je ne suis pas médecin. Et donc, je ne peux pas faire grand-chose pour les patients. Je ne peux pas donner des médicaments. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais peut-être que si on apporte de l'information, déjà, on améliorera la prise en charge. Le niveau de connaissance des patients et peut-être le niveau de connaissance des médecins et que tout ça va se tirer vers le haut. Bon, on verra. Avec beaucoup d'espoir. Oui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et on continue à collaborer Avec plaisir. avec les patients. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.